L'État de Palestine est reconnu par les Nations unies. Par la majorité des États. Il est, il est reconnu par les Nations unies, par l'organisation, et la plupart des États reconnaissent l'État. Donc, la question de l'autodétermination est reconnue. La seule chose qui se passe, c'est qu'on n'a jamais imposé à Israël d'appliquer cette reconnaissance. C'est tout ça le problème. On n'a jamais fait en sorte qu'Israël applique ces résolutions. Et de nouveau, dans mon livre, je donne la liste des résolutions qu'Israël a violées. Et je cite toutes les résolutions qui ont été prises contre Israël et qui expliquent pourquoi, disons, quel est le sujet qui a été... Et vous verrez qu'on retrouve systématiquement les mêmes sujets. À vrai dire, Israël, de nouveau, il y a une chose que les gens ne comprennent pas. Il n'y a jamais un seul mètre carré que les Nations unies a donné à Israël. Dès le premier mètre carré d'Israël, il a été pris par la violence. Il n'y a aucun mètre carré qui a été donné par les Nations unies. La résolution 181 des Nations unies qui ouvre la porte à une possibilité d'avoir un ou deux États, selon les référendums qui auraient dû être organisés en Palestine. Cette résolution où on dit toujours « Ah, mais on a donné à Israël, Israël… » Non, non, on n'a pas du tout donné à Israël quoi que ce soit. Les Nations unies n'avaient aucun pouvoir de donner un territoire qui ne leur appartient pas. Ce territoire il appartenait qu'aux Palestiniens à l'époque, puisqu'il y avait un État de Palestine à ce moment-là. Et sur le territoire de la Palestine, vous aviez des Juifs, vous aviez des Arabes, vous aviez environ 30%, un tiers de Juifs, deux tiers d'Arabes, grosso modo, pour employer des termes très généraux. Et voilà, ça appartenait à eux. Donc les Nations unies n'avaient aucun pouvoir de dire maintenant, ça c'est à vous. Il y a eu cette carte de plan de partage qui était une possibilité qu'on aurait pu entrevoir pour un partage, mais la décision devait incomber au peuple habitant la Palestine, aux habitants de la Palestine, qui devaient, par référendum, accepter une solution à un État ou à deux États. À l'époque, les Palestiniens étaient favorables à une solution à un État avec deux peuples qui vivent en coexistence harmonieuse, alors que les Israéliens voulaient un État à eux. Voilà. Ce qui peut s'expliquer d'ailleurs par ce qu'ils avaient subi en Europe durant la Deuxième Guerre mondiale, et donc qu'ils aient voulu un territoire refuge pour eux. On peut le concevoir assez bien. Mais c'était ce que voulait l'intention de la population juive à l'époque, mais c'est pas, les Nations unies n'ont pas du tout accordé de terre, ni aux Juifs, ni aux Arabes. Il y avait la Palestine, et c'était aux populations habitant la Palestine de décider par référendum de la manière dont ils voulaient gérer ce territoire avec les deux communautés. Or, comme je l'ai dit, il y avait un tiers de Juifs et deux tiers d'Arabes. Par conséquent, les Juifs qui, eux, venaient et avaient déjà beaucoup de militaires qui avaient été notamment dans l'armée britannique, en 1947, ils se sont dit, s'il y a des référendums, c'est inévitablement la solution arabe qui va arriver, puisqu'ils sont deux tiers contre un tiers. Par conséquent, on a intérêt à prendre les devants et à s'emparer de ce territoire par la force. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et ils ont fait ça entre novembre 1947 et mai 1948. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'ils ont proclamé l'indépendance d'Israël, le 14 mai 1948, les pays arabes ont vu que les Israéliens créaient un fait accompli,
Et c'est à cause de ce fait accompli, et non pas parce qu'il refusait la résolution des Nations Unies, c'est tout simplement parce qu'il refusait le fait accompli créé par la prise par la force de territoires qui auraient dû normalement être attribués par voie de référendum. C'est pour ça que les pays arabes ont décidé d'intervenir en Palestine. Mais de nouveau, le narratif qu'on a développé, c'est que les pays arabes, refusant la résolution 180 des Nations Unies, ont décidé d'attaquer Israël. Non, c'est pas du tout ça. Lisez la résolution. Il y a très peu de gens qui l'ont lu, d'ailleurs. Je pense que la plupart des gens ne l'ont pas lu. Et d'ailleurs, pour cause, parce que si on la lit, on voit que c'est très très clair, la manière dont c'est expliqué est très très clair. Il fallait décider de la structure de du futur État de Palestine par référendum et en incluant naturellement toutes les parties, c'est-à-dire principalement les Arabes et les Juifs qui étaient là. Voilà. Et donc, on peut dire en fait qu'il n'y a pas un seul mètre carré d'Israël qui soit légal. Ça, c'est la conclusion. Et les frontières de l'État d'Israël qu'on a aujourd'hui, qui sont des frontières tolérées, parce qu'en plus d'avoir pris tous ces territoires par la force, alors qu'ils n'étaient pas du tout prévus comme ça par l'Assemblée générale des Nations unies, Israël, le 13 mai 1948, c'est-à-dire la veille de la déclaration d'indépendance, et ça c'est dans les mémoires de Ben Gourion qu'on peut le lire, il y a eu une discussion avec le comité qui s'occupait de l'indépendance de ce futur État d'Israël, qui a discuté de la question de la délimitation, de la définition des frontières. Or, Ben Gourion, comme aujourd'hui Netanyahou, font partie de cette faction. Incidemment, je n'avais pas prévu de le montrer, mais je l'ai ici parce que je l'ai sur mon bureau. Mais ici, vous pouvez voir, ça c'est un tract de l'Irgun qui fait partie de ce qu'on appelle les sionistes révisionnistes, c'est-à-dire les sionistes. Révisionniste n'a rien à voir avec l'Holocauste et des choses comme ça. Le mot révisionniste se réfère à la décision des Britanniques de donner la Transjordanie aux populations hachémites qui vivaient dans cette région, ou qui avaient été expulsées d'Arabie Saoudite, plus exactement. Et cette décision a été prise dans les années 20, c'est-à-dire la Palestine mandataire, c'était l'ensemble du territoire qu'on voit là. Et on reconnaît ici l'État d'Israël d'aujourd'hui, plus ou moins, avec les territoires occupés, et puis ici la Jordanie, qui à l'époque s'appelait Transjordanie. Et les sionistes révisionnistes ont réclamé, c'est un mouvement qui a été créé par Jabotinsky dans les années 20, pour réclamer aux Britanniques de revoir leur décision de donner ces territoires, parce que selon eux, c'est un territoire qui doit revenir aux Juifs et non pas à d'autres. Et ces sionistes révisionnistes ont évolué dans le temps. Ils sont devenus l'Irgun, cet Irgun qui a été un mouvement terroriste, à vrai dire, qui était considéré comme mouvement terroriste, et qui a évolué dans les temps modernes, dans la branche du Likoud, où se trouve Benjamin Netanyahou aujourd'hui. Donc la filiation du Likoud, de la branche du Likoud dont est Netanyahou aujourd'hui, découle de ces sionistes révisionnistes des années 20 qui revendiquent l'ensemble du territoire de l'ex-Palestine, c'est-à-dire Jordanie, territoire palestinien occupé, et Israël. Donc en 1948, lorsqu'il s'est agi de définir les frontières, Ben Gourion, qui faisait partie de cette mouvance-là, a décidé de ne pas définir les frontières d'Israël, de façon à ouvrir la porte à une extension du territoire jusqu'à la Transjordanie. Et c'est la raison pour laquelle, encore à ce jour, Israël n'a pas de frontières définies. C'est d'ailleurs le seul pays du monde qui n'a jamais défini ses frontières. Et les frontières qu'on a aujourd'hui, qui sont l'État d'Israël aujourd'hui, évidemment, sans le territoire palestinien occupé, eh bien, c'est une frontière qui en réalité est tolérée. C'est une frontière d'armistice, l'armistice de 1949, qui a
été finalement valide. C'est pour ça qu'on parle souvent de la frontière du 4 juin 1967, parce qu'après 1967, Israël s'est étendu davantage, a pris Jérusalem-Est, la Cisjordanie, Gaza, etc. Mais donc on prend toujours comme référence cette date du 4 juin 1967, mais qui en réalité n'est pas une frontière officielle d'Israël. Et c'est de nouveau, on voit qu'on a par doctrine, si vous voulez, cette idée que la terre de Palestine appartient aux Juifs. Par conséquent, pour eux, l'idée de faire un référendum pour savoir qui, tout ça est hors de question. Et c'était valable en 1947 et en 1948, ça l'est tout autant aujourd'hui. Et même encore pire avec des gens comme Netanyahou, etc. Donc, on est dans une situation où il n'y aura pas de paix, à moins qu'on force Israël, par la force, littéralement, à appliquer les résolutions des Nations Unies. Voilà, c'est uniquement ça qui peut le faire. Le problème, c'est que personne ne veut le faire et que si d'aventure quelqu'un le proposait, eh bien, les Américains feraient très rapidement usage du droit de veto au Conseil de sécurité des Nations Unies. Voilà pourquoi on est dans une situation, et je pense que les Palestiniens ont très bien compris ça, et d'autres commencent à le comprendre aussi, y compris les pays arabes. C'est pour ça que c'est une situation qui devient assez dangereuse pour Israël, parce que les gens comprennent qu'Israël ne veut pas faire la paix, ne voudra jamais faire la paix, et que par conséquent, la solution ne peut se résoudre que par l'élimination, littéralement, des uns ou des autres. Et c'est là que la situation devient très dangereuse, parce que Israël, aujourd'hui, est un pays dont tout le monde voit quelle est sa nature, tout le monde voit la manière dont il gère, pas seulement en Palestine, mais un peu partout dans le monde, et qu'on pourrait arriver, on voit déjà d'ailleurs dans les pays arabes, et quand je dis pays arabes, je devrais dire les pays du Moyen-Orient, parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que les pays arabes sont associés avec l'Iran, qui n'est pas un pays arabe, je vous le rappelle, mais qui aujourd'hui s'associe avec l'Iran, pour comprendre que le problème du Moyen-Orient, c'est Israël. Et que par conséquent, on arrivera, si Israël continue de la manière dont il continue, on arrivera peut-être, je ne sais pas quand, ce sera peut-être dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, mais on arrivera probablement, si ça continue comme ça, à une situation où les pays arabes verront que Israël doit disparaître du Moyen-Orient et se faire, ou dans sa forme actuelle en tout cas. Ça ne veut pas nécessairement dire éliminer tous les gens, mais en tout cas que Israël, dans la structure qu'il a actuellement, ne peut plus, n'est finalement qu'un comment dire, un problème, oui, c'est pas une solution. Et c'est vrai que Israël ne s'est jamais positionné au Moyen-Orient comme une valeur ajoutée. Il a systématiquement, depuis qu'il est arrivé, il a été en guerre avec tous ses voisins, systématiquement. Et par conséquent, il apparaît de plus en plus aux yeux de la communauté internationale, parce que un des avantages, entre guillemets, de cette attaque du 7 octobre 2023, l'avantage a été de porter à la connaissance du monde la situation des Palestiniens. Et aujourd'hui, le monde entier constate que les Palestiniens sont l'objet d'une injustice qui est non seulement profonde, mais que les Occidentaux qui l'ont créée refusent de gérer. Et ça contribue à cette idée que le problème du Moyen-Orient, c'est Israël et pas les Palestiniens. Que le corps étranger dans cette constellation, c'est les Israéliens, pas les Palestiniens. D'ailleurs, quand vous regardez la composition de la population israélienne, c'est que des Européens.
Pourtant, ce n'est pas des gens qui ont leurs origines il y a 2000 ans, là. Ceux qui vivaient depuis 2000 ans en Palestine, ils s'accommodaient très très bien des Arabes. Ceux qui ont créé le problème dès le début du XXe siècle, c'est les populations qui sont venues s'implanter au Moyen-Orient, qui étaient des Européens. Et des Européens qui viennent tous de la même région. L'Ukraine, la Pologne, les pays baltes. Voilà. Regardez l'origine, vous pouvez regarder l'origine de Netanyahou, Ben Smotrich, regardez tout d'où ils viennent. Ils ont aucun lien avec le Moyen-Orient. Vous pouvez remonter à 2000 ans. Leurs liens sont avec l'Europe centrale. Tous autant qu'ils sont. Tous autant qu'ils sont, ils ont comment dire, moyen-orientalisé leur nom. Netanyahou ne s'appelle pas comme ça. Il a un nom. Milikowski. Voilà, c'est ça. Et c'est la même chose pour tous les autres. Et c'était la même chose pour Golda Meir, c'était la même chose pour Ben Gourion, etc., etc. Ils ont modifié leur nom pour qu'ils collent un peu mieux avec la réalité du Moyen-Orient, mais pour donner cette illusion que mais en réalité, aucun d'entre eux n'ont de lien. Et les Juifs d'Europe centrale n'ont aucun lien avec le Moyen-Orient, historiquement parlant. Ils n'ont strictement aucun lien. C'est deux choses qui sont totalement séparées. Les Juifs qu'on appelle Ashkénazes, qui ont formé le noyau des Juifs qu'on trouve actuellement en Israël, sont des gens qui sont issus d'une conversion collective faite au 8e siècle pour échapper à la pression des orthodoxes et à la pression des Ottomans ou des musulmans au sud. Et donc, c'est une conversion qui a été faite simplement pour des raisons politiques et qui s'est transformée, qui a eu sa culture qui s'est développée et qui a donné la culture juive européenne, la culture ashkénaze qu'on connaît aujourd'hui, surtout en Europe. Mais ils n'ont rien de commun, ni génétiquement, ni historiquement, ni quoi que ce soit, avec les Juifs du Moyen-Orient. Du Moyen-Orient, devrait-on dire.